Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous voici de retour, encore toutes nos excuses puisqu'on a eu un gros souci technique par rapport au son. Merci de nous l'avoir signalé. Le problème sans doute maintenant a été résolu puisque le technicien s'est bien appliqué pour vous permettre de mieux suivre cet échange avec mon invité qui vient du Canada. C'est monsieur Georges Goma. Bonjour. Bonjour, monsieur Sirmakosso. Georges Goma, merci encore d'être là. Vous venez du pays du froid, sauf qu'en ce moment, je dirais, le dérèglement climatique frappe aussi le Québec. Ben c'est vécu comme un drame, parce que passer Noël sans la neige au dehors, c'est vraiment dramatique pour les Québécois. Et les gens qui sont, n'est-ce pas, habitués au froid. Tout à fait. Dans cette région du monde. Voilà, on reviendra avec vous sur ces questions écologiques, Georges Goma. Je rappelle donc que vous êtes sociologue et enseignant-chercheur. Avec vous, on va revenir sur votre propre expérience. Okay. Vous êtes installé donc au Québec et aujourd'hui, on vous connaît, ceux de la diaspora vous connaissent d'abord en tant que résistant au régime de Brazzaville. Absolument. On vous voit intervenir sur l'actualité politique congolaise. Vous êtes membre du CRC, vous êtes intervenu il y a quelque temps sur Ziana TV et aujourd'hui, on vous voit aujourd'hui. Vous êtes de passage à Paris. Il était nécessaire pour nous de vous avoir et de partager ce moment avec vous, Georges Goma. Monsieur Sirmakosso, c'est d'abord un bonheur pour moi d'être à votre plateau. Et chaque fois que je passe à Paris et que vous me faites le bonheur d'être à votre plateau, j'en suis ravi. Et puis ça me permet également, vous l'avez dit, hein, nous sommes les résistants face, n'est-ce pas, à la dictature qui s'est installée au Congo-Brazzaville. Et nous sommes fiers d'être des résistants par rapport à la situation politique au Congo-Brazzaville. Bon. Pour revenir donc sur le Québec et le Canada, vous savez, quand on est en diaspora et quand on voit comment on fait la politique ailleurs, et qu'on constate que les choses peuvent être d'une facilité exemplaire, et qu'on se rende en même temps compte que finalement les choses aussi simples deviennent beaucoup plus complexes. Non, pas complexes, mais compliquées. Et c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Et bien évidemment, là où je suis installé au Canada, que finalement on se découvre citoyen du monde. Oui. Et en tant que citoyen du monde, on se dit, mais écoutez, d'où on vient, si on ne vous offre pas la possibilité de vous exprimer en politique, on vous barre complètement cette possibilité de participer à la vie de la cité par une force de proposition de l'action politique dans un but bien particulier d'asseoir la démocratie qui est certainement pas, M. Sirmakosso, le régime politique le meilleur. Mais Churchill l'avait dit, que c'était le régime le moins pire qui puisse exister. Vous voyez ? Donc, on fait école là où nous sommes parce qu'on s'engage là où nous sommes. Alors, il faut dire quand même une chose, Georges Goma, de cette école, là où vous êtes, bien sûr, au Québec. Vous êtes membre du parti Québec solidaire, vous êtes son porte-parole, et vous avez été son candidat aux dernières élections générales du Québec en octobre 2018. Alors, racontez-nous brièvement cette expérience, puisqu'aujourd'hui, on peut trouver des éléments sur votre participation, notamment dans les réseaux sociaux. C'est cela. Alors, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience parce que après 7 ans de présence au Québec, je me suis engagé dans l'action politique au Québec en étant aux dernières élections générales, parce que le Québec, c'est une province du Canada et qui est tempérée toutes les 4 années par des élections législatives pour renouveler la Chambre, l'Assemblée nationale. Eh bien, j'ai été candidat d'un grand parti qu'on appelle Québec solidaire, dans la circonscription de Lévis. Et Lévis, c'est une ville qui se trouve en face de la ville de Québec, que le Québec étant la capitale de
Et vous aviez en face de vous quelqu'un qui n'est pas non plus un genou comme vous qui est arrivé en politique. Ah, ça, c'est clair. L'actuel président de l'Assemblée. Ben oui, monsieur François Paradis. Tout à fait. Monsieur François Paradis, qui est d'abord un journaliste, comme vous, qui a pignon sur rue, qui est très, 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 très connu, et qui s'est présenté pour la CAQ, l'actuel parti au pouvoir aujourd'hui. Eh bien, j'étais face à lui avec 2 autres candidats aussi du Parti québécois, le parti de René Lévesque, et aussi du Parti libéral. Le Parti libéral du Québec, qui est resté au pouvoir aussi ces derniers temps, avant les élections d'octobre 2018. Alors, il faut dire une chose, c'est que vous êtes le premier noir. Ben, je suis le premier noir à me présenter dans cette circonscription. Donc, on vous voit quand même battre campagne. Ben, on me voit battre campagne, surtout dans une circonscription qui est conservatrice. Oui. C'est-à-dire, dans une circonscription conservatrice, vous vous présentez, vous avez très peu de chances d'être élu. Mais ce qui est intéressant, c'est non seulement la cadence même de l'élection sur presque 6 mois qu'on a battu campagne, cette campagne électorale où vous traversé par des débats ouverts et publics sur tous les problèmes, tous les aspects de la politique, c'était vraiment excitant. Mais après cela, je peux vous dire aussi que j'étais quand même, comme par enchantement, parmi les candidats qui étaient courtisés par des radios. Parce que c'était déjà nouveau que dans la circonscription qu'il y ait un noir et qui semblait porter quand même une parole dans ce qu'il disait. Vous voyez ? Et ça, c'est génial. Ça, c'est un apprentissage extraordinaire. Alors, on sait quand même que c'est déjà, je dirais, une campagne de proximité. Comment est-ce qu'on vous accueille? On sait quand même que le Canada, c'est un petit ouvert. Le Québec, c'est assez ouvert. Absolument. On voit quelqu'un qui brigue quand même, je dirais, un mandat politique. Absolument, mais c'est l'approche, le type d'approche déjà. Une fois de plus, je reviens sur le caractère conservateur de la circonscription. Mais c'est le mode d'approche. Quand, vous savez, vous approchez même les gens les plus hostiles, la façon de les approcher peut faire que cette hostilité puisse disparaître. Et moi, je suis allé vers les populations de ma circonscription et l'accueil a été formidable. Après un travail de fond, figurez-vous, ça c'est un exemple que je donne, monsieur Jean-Yves Desgagnés, qui était mon directeur de campagne, se souviendra très bien, l'exemple de cette radio qu'on appelle Radio X, qui est réputée comme étant une radio, entre guillemets, on les appelle les radios poubelles parce qu'ils ont une approche anti-immigration déjà. Hein? Et quand ils m'ont invité à leur émission, Jean-Yves Desgagnés m'a dit, mais écoute Georges, tu t'en vas pas là-bas parce que leur travail c'est de descendre les gens et tu t'en sortiras pas indemne. J'ai dit, attendez, monsieur Desgagnés, vous me voyez un peu battre en touche. Moi, je suis candidat à une élection générale. Une radio m'invite. J'accepte leur invitation. Et cette radio me posera leurs questions et je répondrai à leurs questions. Toutes leurs questions, je répondrai à toutes leurs questions. Et je me suis présenté à cette radio-là. Et le résultat était clair. Il était bien clair parce qu'au sortir de là, les commentaires ont été « Quelle entrevue ! Quelle entrevue !» Parce que finalement, c'est moi qui avais l'air de mener la cadence, plutôt qu'eux qui m'avaient reçu de mener la cadence. Et c'est une émission qui s'est passée super bien, où et les journalistes qui ont donné une réputation d'être... et tout le monde était bien content. Et les photos qu'on a fait à l'issue de l'émission, ça traduisait l'ambiance sur le plateau. Donc, voilà, mesdames, messieurs. Mais là où je vais terminer par dire ceci, parce qu'après tout ça, il y a le résultat aussi. C'est là où je voulais en venir, Georges Gomat. C'est vrai que vous n'avez pas gagné, il faut le dire. On n'a pas gagné. Mais il y a quand même une victoire symbolique. Ah ben oui, une victoire plus que symbolique, parce que nous partions pas pour gagner, mais nous partions pour cette expérience politique, là, moi personnellement pour l'apprentissage. Oui. Mais figurez-vous, le jour de la proclamation des résultats, je vous assure, mais le premier à être excité, c'était mon directeur de campagne, qui, comme excité, venait... Mais Georges, on monte, on est en train de monter. Et entre-temps, il y a des coups de fil passés, des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont soutenu Québec solidaire. Et des jeunes qui me cherchaient partout, qui voulaient faire des photos avec Georges Gomat. Et les résultats, c'était quoi? La dernière élection qu'on a eue, là, 4 ans avant, notre parti était 4e, avec 2600 voix. On était 7%. Et la campagne qu'on venait de faire,
Québec Donc, la solidaire, campagne menée par Georges Goma il faut et le toute dire. une équipe, il faut Oui, le oui, dire, tout à fait, hein, oui, oui. Vous, avec en tant toute que une tête de liste, équipe, hein, je veux dire. voilà, tout à fait. Oui. On est passé à 12% pratiquement, et avec 4000 voix pratiquement, et troisième à 900 voix seulement. Du Du vainqueur. parti, non, pas du vainqueur, du deuxième, oui, oui, qui d'accord. était le parti libéral qui Oui, oui. sortait du pouvoir. Tout à fait. Donc, si on avait sorti, c'est comme après, à la fin que Georges, si on avait forcé à sortir les voix, c'est-à-dire être au téléphone, appeler les gens, allez voter pour Georges Goma, tout cela. Mais ça, on l'a pas fait parce qu'on était tellement sûr que non, à Lévis, on peut pas gagner. Allons prêter main forte. Dans la circonscription, on était quand même sûr de gagner, Voilà. notamment Catherine Dorion dans Tachereau, et puis dans Jean Lesage, il y avait un autre de Sol Zanetti, à qui on a donné le coup de main qui leur ont permis de gagner. Alors, pour terminer par rapport Oui. à cet épisode, Georges Goma, puisqu'on a encore d'autres sujets à traiter avec vous, une campagne à l'américaine, très souvent, on entend parler. Quand on est dedans, quels sont les fondamentaux? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes embarqué dedans plus que derrière? Il faut amener un résultat. Il faut faire avancer. Oui, mais quand on est embarqué dans une telle campagne, c'est d'abord la disponibilité. C'est des nuits blanches qu'il faut passer. C'est aussi décortiquer l'actualité, de suivre les mouvements des informations. C'est connaître les dossiers, avoir des chiffres, et que ces chiffres-là soient des bons chiffres, parce qu'après les journalistes en donnent à cœur. On n'improvise pas, Joie, il y a on pas n'improvise d'impro. pas, on n'improvise pas. Quand vous improvisez ou vous donnez un mauvais chiffre, on vous tape là-dessus. Donc vous sentez la chaleur d'une campagne. Et puis dire à la famille que comprenez-moi. Comprenez-moi de ne pas être à la maison et d'être toujours parti parce que, moi, on m'avait dit au départ, est-ce que ta famille va soutenir, va survivre à la campagne, hein? Ça, c'est ce qu'on me disait au départ. Moi, je dis, mais écoute, il faut essayer. Donc, c'est ça. Maintenant, en dehors de cet aspect un peu, mais il y a aussi les fondamentaux d'une campagne. La fameuse démocratie dont je parlais là. Mais écoutez, sincèrement, c'est-à-dire que je ne sais pas comment l'exprimer, je le redis encore, je dis, mais attendez, c'est tellement facile, mais la démocratie est tellement facile. Ça permet aux gens, les adversaires politiques, d'être acteurs politiques également. Vous voyez ? C'est pas comme chez nous, quand je le dis avec une telle énergie et une telle passion, c'est quand même parce qu'en arrière-plan, j'ai la comparaison de ce qui se passe dans nos pays, au Congo-Brazzaville, par exemple, où on fait la politique, malheureusement, pour rechercher un résultat qui est à la désintégration, finalement, du champ politique et de l'action politique en tant que telle, plutôt que de se considérer comme des adversaires politiques, des compétiteurs politiques, où, évidemment, celui qui a gagné et respecte ceux qui n'ont pas gagné et qu'il ait une circularité tout à fait simple de l'enjeu démocratique. Mais c'est ça ce que j'ai ressenti vraiment dans une campagne électorale. Voilà, ce ressenti, on le sent très bien dans l'enthousiasme que vous partagez avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est donc Monsieur Georges Goma, sociologue, enseignant-chercheur, installé au Québec, au Canada, avec lequel nous parcourons un peu son expérience politique localement. Mais Georges Goma, cette expérience, cette première, vous a permis, en fait, aujourd'hui, d'être quand même parmi les personnalités qui ont été sollicitées par le Premier ministre du Québec afin de participer au sein de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Alors, il faut quand même dire que ceux qui l'entendent d'ici se disent, mais nous sommes quand même dans un pays où les droits sont quasiment respectés, où on sait la place qu'on donne aux enfants. Pourquoi déjà cette commission? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus au Premier ministre? Écoutez, c'est une société qui a une vision, non? Quand vous avez une vision politique, c'est-à-dire que vous regardez à travers la fenêtre, vous voyez quelque chose. Un château, par exemple. Vous savez, un château, un beau château dans votre esprit. Et vous voulez que ce château devienne une réalité. L'intérêt accordé aux enfants, c'est la même chose aussi. De voir les conditions dans lesquelles les enfants et les jeunes, parce que la commission, vous l'avez bien dit, c'est une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, commandée par le Premier ministre, qui est parmi les actions premières qu'un gouvernement qui vient de se mettre en place met en place. Les jeunes, les enfants et les jeunes, à qui on devait offrir un environnement optimal pour qu'ils puissent se développer en tant qu'humains. Donc, quand on entend le développement humain, c'est sur la dimension biologique déjà, parce que ça commence, les enfants, hein, Bien sûr. même avant la naissance déjà, la périnatalité déjà.
Hein? Il y a des recommandations autour de la périnatalité. Comment est-ce qu'une femme qui est enceinte doit mener sa grossesse à terme pour que l'enfant soit bien portant. Et puis les enfants et les jeunes également qui sont au seuil de jouer la plénitude de leurs rôles sociaux dans la société pour rentrer dans la vie adulte. Alors moi j'étais surpris de voir, mais comment un gouvernement peut donner de l'importance à un tel sujet alors qu'ailleurs, les enfants, évidemment, sont réduits à la portion la plus congrue de l'intérêt politique en tant que tel. Eh bien, évidemment, c'est peut-être pas le Premier ministre lui-même qui a certainement entendu parler de Georges Goma, mais à qui je n'ai pas un rapport direct, mais pour participer à cette commission-là, qui on a dit à Madame Régine Laurent, qui était la personne à qui on a confié la mission, qui a construit son équipe, d'abord une équipe très restreinte, qui met en place, n'est-ce pas, la configuration des enjeux de cette commission, et par la suite, on a constitué une grosse équipe où on s'est retrouvé à 70 personnes en train de travailler sur cette commission avec la finalité, 1 an et demi après, de présenter un rapport sur cette question-là, suivi des recommandations. C'est-à-dire que les recommandations pour bâtir une bonne politique de la jeunesse est basée sur un travail de fond. Parce qu'il y a des agents de recherche, des agents de liaison, les agents de soutien qui sont là pour aller chercher l'information pertinente autour de tout ce qui regarde un peu le développement de l'enfant et faire des recommandations sur la base desquelles le politique bâtit une politique franche pour permettre à ces jeunes d'évoluer. Et donc, j'ai été cité là-dessus, on m'a contacté si ça me plairait de faire partie de cette commission-là. J'ai passé naturellement par une série d'entrevues, évidemment, pour qu'ils puissent tester que Georges Goma a tout le potentiel pour apporter sa pierre à cet édifice. Et ça a été concluant. Et depuis, évidemment, un certain temps, je suis un fonctionnaire du gouvernement québécois autour de ce projet, en plus de mes autres activités académiques. Alors, il faut dire une chose, Georges Goma, les congressistes du PCT qui nous suivent doivent se dire, écoutez, M. Goma, le Québec n'a pas le monopole de la jeunesse, puisque Denis Sassou Nguesso lui-même a parlé de la jeunesse dans son dernier message à la nation, Georges Goma. Oh, ben écoutez, là on part dans la politique congolaise. Écoutez, pour faire un parallèle, puisque vous parlez, pour vous dire aussi qu'au Congo, il y a un homme qui se préoccupe des jeunes, puisqu'il va leur donner 2000 emplois d'ici 2020, enfin cette année. Ben écoutez, déjà, le Congo-Brazzaville, vous l'avez dit d'entrée, je suis résistant par rapport à ce qui se passe. Une chose est claire et nette, le Congo-Brazzaville, c'est une dictature. Le régime qui est en place, c'est un régime usurpateur. Ça, c'est pas le but de l'émission. Non, c'est pas le but. Je le mentionne. Et nous avons des arguments. Tous les Congolais ont des arguments pour soutenir cela. On ne revient pas là-dessus. Mais les jeunes au Congo-Brazzaville, je ne vois aucune politique qui soit en faveur des jeunes au Congo-Brazzaville. Les enfants et les jeunes au Congo-Brazzaville sont repoussés dans les retranchements les plus les plus hideux, parce que c'est au Congo-Brazzaville qu'on nous laisse parler des bébés, comment on appelle, les bébés noirs, par exemple. Mais les bébés noirs, mais c'est des petits criminels, non? On voit bien les ravages qu'ils font au Congo-Brazzaville. Mais les enfants, il y a aussi des enfants qui sont des enfants soldats aussi. Plutôt que de leur construire des écoles où les enfants vont s'épanouir, on les repousse plutôt sur d'autres sentiers que tous les Congolais, malheureusement, ont constaté presque quotidiennement. Donc, quand on pose la question de la jeunesse et des enfants, on voit bien un secteur pourtant très important qui est l'éducation. Quel cas est fait à l'éducation au Congo-Brazzaville? Aucun cas n'est fait à l'éducation au Congo-Brazzaville, parce que les budgets de l'éducation n'existent pratiquement pas. Les enfants s'entassent à 100 dans une salle de classe, s'asseyent par le sol, alors que le Congo-Brazzaville est un pays qui produit le bois, les meilleures essences qui puissent exister. Et on ne comprend pas comment est-ce que les enfants peuvent s'asseoir sur le sol. Et ici, là où nous sommes au Québec, et même ici en France Paris, également, ici nous sommes à Paris, mais c'est la même chose. C'est la même chose, la considération de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la maltraitance et la négligence des enfants. Quand vous maltraitez les enfants, quand vous les négligez, parce que derrière ça, dans le développement de l'enfant, il y a quoi? Il y a la dimension
biologique de l'enfant. Il faut que l'enfant puisse se développer biologiquement. Il y a le développement social de l'enfant. Il y a le développement psychologique de l'enfant et spirituel de l'enfant. Voilà une personne accomplie, prête à rentrer dans la vie active. C'est que ces dimensions-là soient, n'est-ce pas, suivies avec la plus grande importance qui soit. Mais au Congo-Brazzaville, on ne voit pas cela. Les enfants sont laissés à leur triste sort. Donc je pense quand même que le combat que nous menons aujourd'hui a pour but d'arrêter net avec la dictature au Congo-Brazzaville. Un système séculaire. Quand je dis le système séculaire, ils le savent très très bien. Et M. Sirmakoso aille rapidement pour démontrer aux gens le sens de ce que nous faisons pour que les Congolais qui ne nous comprennent pas encore puissent nous comprendre que nous n'en avons pas, on ne recherche pas le pouvoir à tout prix, mais on est quand même malheureux la façon dont la politique est menée au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous savez Jimmy Carter aux États-Unis? Vous avez souvenance, il y a eu un président Jimmy Carter. Bien sûr. Mais depuis Jimmy Carter, il y a eu combien de présidents aux États-Unis? Je pense qu'il y a eu Reagan, il y a eu Bush, il y a eu Clinton, il y a eu Bush encore, il y a eu Obama, il y a eu ainsi de suite. Ça, c'est pour les États-Unis. Mais ici, en France, là où nous sommes aussi, quand on se rappelle un peu les présidents français qui sont passés, je pense que on peut citer quand même Valéry Giscard d'Estaing. Et depuis Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu Mitterrand qui a pris deux mandats de 7 ans. Il y a eu, après Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac qui a pris 7 ans. Et il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy, il y a eu aujourd'hui il y a Macron. Mais quand on vous parle de Giscard d'Estaing président, de Carter président, mais ça c'est loin en arrière. Et au Congo, on ne connaît que Denis Sassou Nguesso. Donc là quand même ils peuvent se dire que non, bah, écoutez, donnons la chance au Congo de faire la politique autrement, M. Sirmakoso. Je suis désolé d'aller jusqu'à là, non, mais on a bien pour que les gens nous comprennent que nous menons un combat qui est d'abord un combat citoyen. Et le combat que nous menons, c'est pour les Congolais et tous les Congolais. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un combat pour les Congolais et tous les Congolais. Notre devoir à nous, c'est de donner la parole à tous les Congolais, où qu'ils soient. Et nous avons aujourd'hui sur notre plateau qui vient du Québec au Canada où il est installé et nous partageons avec lui son expérience acquise localement. Alors Georges Goma, aujourd'hui on est à l'entrée de cette émission, nous parlions déjà, je dirais, des problèmes climatiques. Vous disiez que le Québec n'a pas eu sa neige traditionnelle pour la fête de Noël, c'est qui est en soi un signe, pas un bon signe. Or, on voit aussi aujourd'hui qu'il y a les yeux de la communauté internationale qui sont braqués vers le bassin du Congo. Quand on parle du bassin du Congo, on est donc dans cette affaire, s'il faut l'appeler ainsi, je dirais, cette affaire des tourbières. On est là aussi, vous connaissez la volonté du pouvoir de Brazzaville, de pouvoir diversifier l'économie, de sortir de cette appétence au carbone afin de proposer autre chose. Aujourd'hui, votre lecture, Georges Goma, par rapport à ces questions climatiques et surtout sur une économie demain décarbonisée, quand on sait quand même qu'aujourd'hui, les projets qui sont portés au Congo continuent toujours à utiliser le carbone, puisque dans les différentes zones économiques spéciales, ben, on est là en train de refabriquer des choses, tout ce qu'on veut, des matériaux de construction, avec des résidus du pétrole. Oh, ben, c'est une très très bonne question, M. Sirmakoso. Bon, une fois de plus, vous m'avez posé des questions sur mon expérience en tant que tel, en m'engageant en politique au Congo, au Québec. Au Québec. Tout à fait. Et c'est là où, évidemment, j'ai ressenti l'importance, les enjeux autour du dérèglement climatique, qui n'est pas une farce, c'est pas une fantaisie, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que vous l'avez dit, on l'a dit d'emblée, mais il n'y a pas de neige aujourd'hui. Fin décembre, il n'y a pas de neige au Québec, c'est un drame. Et c'est un signe de ce réchauffement climatique. Donc les scientifiques, d'ailleurs, ont dit clairement, parce que les scientifiques, ils sont payés pour ça. C'est-à-dire, ils passent des années à étudier sur des événements et vous livrez les résultats. Et les résultats qu'ils ont livrés, c'est nous dire qu'écoutez, notre planète est à la dérive. Il est temps pour qu'on puisse changer de direction.
Et les COP que nous connaissons, la COP 21 qui nous a beaucoup plus marqué parce que c'est presque l'entrée en puissance de M. Denis Sassou Nguesso, d'une manière ou d'une autre. Nous avons dit que c'était une manière très gauche de rentrer parce qu'on nous a dit qu'il avait financé au temps de M. François Hollande, il avait financé la COP 21, Ségolène Royal, et tout le monde va à Brazzaville autour de ça. Et puis la COP 25 tout récemment là. Bon, mais je vais quand même les enjeux, puisque ça qui est important, il faut que les gens comprennent cela. Vous l'avez dit, M. Sirmakosso, mais le réchauffement climatique, nous sommes dans une économie carbonisée. Ça veut dire quoi, une économie carbonisée? Mais c'est une économie qui est fondée sur des entreprises qui fonctionnent à base des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est fondamentalement le pétrole et le gaz naturel. Nous avons des voitures qui fonctionnent à l'essence. Vous avez des avions qui fonctionnent au kérosène. Et tout ça, quand vous voyez très bien l'émission du dioxyde de carbone, parce que notre équilibre existentiel, nous sommes face à deux règnes, le règne végétal et le règne animal. Nous faisons partie du règne animal, nous et les animaux. Nous rejetons le gaz carbonique qui est récupéré par le règne végétal, qui nous rejette l'oxygène. Voilà cet équilibre homéostasique qui existe. Mais or, cet équilibre est en train de se déséquilibrer là. L'homme a comme produit beaucoup plus d'occasions de produire du gaz carbonique que de l'oxygène et brise les sources de production de l'oxygène par la destruction de la forêt congolaise, par exemple, et la destruction de la forêt amazonienne. Et ailleurs, ce sont les incendies que nous voyons en Californie, un peu partout, dans le sud de l'Espagne, un peu partout. Tout ça, on est en train de détruire ce règne végétal qui nous produit cet élément qui est l'oxygène dont nous avons besoin. Et à côté, on fabrique beaucoup de voitures qui émettent des gaz à effet de serre, qui contribuent, n'est-ce pas, au réchauffement de la planète. On voit la banquise dans les pays nordiques qui fondent comme neige au soleil, voilà. Oui. Et les ours, malheureusement, qui sont devenus. Donc là, c'est des éléments très importants. Mais je vais en venir où? Je vais en venir à ceci. Dans les grands pays, comme le Québec, les États-Unis, l'Europe aussi, le continent européen, les grands fabricants d'automobiles, ils sont conscients de plus en plus de cette question. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Mais les grands constructeurs automobiles réduisent au maximum la fabrication des voitures qui vont rouler à ce carburant-là pour multiplier les voitures qui sont des voitures électriques. Ça, c'est un grand développement, ça. Mais quand on voit les pays comme le Congo-Brazzaville, c'est une économie de rente. C'est-à-dire que nous dormons tranquillement et la manne pétrolière nous tombe sur la tête. On ne travaille pas, on ne produit rien, on n'a pas des industries. Monsieur Denis Sassou Nguesso a beau dire que, je crois il y a 2 ou 3 ans, lui, le message de fin d'année, c'était l'industrialisation du Congo. Il y a toujours cette manie, chaque année, de façon répétitive et sans honte, puisque ce n'est jamais suivi d'effet, de dire des choses qui ne se réalisent jamais. Et là, on se retrouve avec monsieur Denis Sassou Nguesso qui voulait industrialiser le Congo, qui ne l'a pas fait. Mais demain, quand les pays développés là vont terminer leur transition économique, c'est-à-dire les énergies fossiles n'existent plus. Ou bien le pétrole, on l'utilise pour faire les dérivés de pétrole. Le goudron, les produits pharmaceutiques, le plastique et ainsi de suite. Le Congo qui est une économie de rente, comment est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont vendre leur pétrole puisqu'on n'aura plus besoin de ce pétrole dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans ou 100 ans? Je n'en sais rien. Donc c'est un enjeu très essentiel. Et vous parlez de ça. Permettez-moi de parler du mouvement dont vous nous avez donné la tribune d'annoncer au peuple congolais et au monde entier qu'il y a le congrès pour la renaissance du Congo-Brazzaville, le CRC. Nous avons suffisamment dit clairement que l'environnement était un cheval de bataille dans notre démarche. C'est pour mettre sur la table tous ces enjeux. Oui. Avec une approche pédagogique pour faire comprendre que la réalité, c'est ceci. Et M. Denis Sassou Nguesso, il parle de quoi? Le fameux fonds bleu. Tout le monde a entendu, le fonds bleu, la participation à la COP 21, il veut de l'argent. Mais est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a présenté un projet clair et net, chiffré,
de ce qu'il va faire pour l'environnement une fois qu'on lui aura accordé ce fonds bleu-là. On n'a rien vu. Et nous savons, connaissons le pays, connaissons la personne, nous savons très bien qu'il veut de l'argent parce que par ailleurs, il n'a pas d'argent, il a une économie qui ne fonctionne pas. Il ne paye pas ses salariés, il ne paye pas ses retraités, il ne paye pas les étudiants qu'il envoie enseigner et qu'il envoie étudier. Alors, on va lui donner cet argent pour le fonds bleu. Mais il va chercher aussi à une autre chose. Il faut le dire, les choses clairement. Puisque nous le disons clairement. Et nous voulons qu'ils nous entendent. Je pense qu'il vous entend. L'achat des armes. Nous sommes dans un pays qui a une économie de guerre. Et l'économie de guerre au Congo a fait un pendant extraordinaire à l'achat des armes puisqu'ils ont la conviction intime et certaine que pour conserver le pouvoir par tous les moyens, il faut avoir la main sur la gâchette. Et la main sur la gâchette, on avait bien vu que c'est les Congolais qui crèvent comme des mouches. Donc ça, c'est des éléments très importants et nous le disons avec beaucoup de force pour insuffler ces dimensions pédagogiques auprès des Congolais, que voilà à quelle sauce vous allez être mangé avec un régime séculaire au Congo-Brazzaville. Alors, Georges Goma, il faut dire quand même une chose, c'est qu'avec, je dirais, un plaidoyer aussi implacable, on peut se dire, ben voilà, finalement, le Congo n'a pas d'avenir s'il faut rester dans la situation qui est celle d'aujourd'hui. Or, vous le savez aussi, que Denis Sassou Nguesso, depuis plusieurs années, a pris son bâton de pèlerin pour représenter l'Afrique sur ces questions-là. Vous avez dressé un constat, vous, au CRC, vous proposez quoi à la place? Que doit faire le Congo aujourd'hui pour ne pas rester en retard, notamment quand vous parlez d'industrialisation, quand vous évoquez, je dirais, des économies liées à l'industrie automobile ici en Europe qui sont en train de changer leur modèle économique. Vous proposez quoi concrètement pour le Congo? Écoutez, la renaissance dont est affublé le CRC là, oui. Mais la renaissance, déjà le Congrès, nous, au CRC, on n'a pas la science infuse. Nous ne disons pas que nous avons toute la science. Regardez, je vous ai donné... Mais une fois que vous avez dressé le constat, on fait quoi? Mais la première des choses, c'est une table rase d'abord. Oui. Faire la table rase. En faire comme se font les Québécois, parce que la commission dont je vous ai parlé là, c'est une commission parmi tant d'autres. C'est-à-dire que nous allons commencer à recenser les grands secteurs de l'économie congolaise, de la vie politique congolaise, de la vie sociale et culturelle congolaise, où on va créer de ces commissions-là qui seront animées par les experts les plus aboutis des domaines dont il est question. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de propositions concrètes. Mais attendez, en dehors de se réunir et puis... Non, mais attendez, les propositions concrètes, ça, c'est nos propositions concrètes. Nous n'allons pas dire quand même que dans la construction qui est la nette, nous venons mettre sur la table, en public, quelles sont les propositions concrètes que nous avons, les stratégies que nous avons. Donc, ce n'est pas cela. Denis Sassou Nguesso puisse échouer, la démarche... Non, ce n'est pas cela. Notre démarche est claire et nette. Oui. La démarche qui est la nôtre au CRC, c'est de rompre, d'arrêter avec un système dictatorial, torsionnaire, tyrannique, que tout le monde connaît. Mais l'écologie se fout de la dictature, si vous me permettez. L'écologie, on n'a pas besoin que vous soyez dictateur ou pas aujourd'hui. Mais je vous dis... Les questions écologiques ont besoin des hommes et des femmes qui s'engagent, qu'ils soient dictateurs ou non. Mais écoutez, nous n'allons pas nous engager dans un système politique tel qu'il est foutu aujourd'hui, parce que toutes les bases sont faussées. Vous savez très bien que le régime... Vous pensez que la nature vous attendra? Mais non, attendez. Donc à ce moment-là, il faut quand même qu'on essaie... Mais attendez, on ne va pas, monsieur Sir Makosso, on ne met pas la charrue avant les bœufs, là. Nous savons ce que nous avons à faire. Mais écoutez, il faut d'abord arrêter la circularité d'un système qui est nocif. Aujourd'hui, il faut que M. Denis Sassou Nguesso puisse avoir du recul pour dire, mais écoutez, bon, je suis resté suffisamment longtemps, bon, écoutez, j'ai fait ce que... Vous comptez sur sa bonne volonté. Non, il n'aura pas cette volonté. Mais non, on sait qu'il n'aura pas cette volonté-là. Oui. Mais nous, le travail que nous faisons, au niveau du CRC, qui est d'avoir un congrès de rassemblement, parce que nous voulons que, évidemment, toutes les personnes qui sont animées, tous les groupes qui sont animés, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, parce que je vous dis aussi que nous travaillons avec beaucoup de gens à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous travaillons très fort là-dessus. Mais il faut qu'on arrive quand même à une situation où, évidemment, tout ce que nous avons dans nos valises là, sur nos tables, les secteurs que nous sommes en train d'animer aujourd'hui, avec des éléments objectifs sur chaque secteur, mais il faudra qu'on arrive d'abord à rompre la circularité d'un régime qui aujourd'hui fait le malheur des Congolais, c'est clair et net. Maintenant, pour revenir un peu sur la question écologique, ben c'est
En toute chose, c'est quand même la volonté politique, non, monsieur Sir Makosso? Monsieur Denis Sassou Nguesso a été reçu en Espagne, c'est parce qu'il a l'incarnation de ce politique-là. On lui ouvre les portes. Il a la possibilité, évidemment, de poser des actes qui sont des actes forts pour l'écologie. Mais là, je vous ai dit au départ, monsieur Sassou Nguesso, on a vu des PowerPoint en Espagne et tout cela. Mais dans ces PowerPoint, on n'a pas vu un programme clair et net et chiffré de M. Denis Sassou Nguesso qui explique que quand j'aurai le fonds bleu, voilà ce que je vais faire pour l'écologie. Je vous ai dit qu'il va utiliser cet argent-là pour acheter des armes puisqu'il veut rester au pouvoir. Donc c'est clair et net. Demain, si vous êtes au pouvoir, vous n'aurez pas besoin de ce fonds bleu. Ben, on va peut-être pas l'appeler de cette manière-là, mais écoute, une fois de plus, nous ne sommes pas dans l'improvisation. La table rase est nécessaire. Il y a un droit d'inventaire. Vous n'allez pas quand même penser qu'on va sortir de 60 années d'un pouvoir tel que nous le connaissons aujourd'hui et assurer une continuité politique tranquillement sur la base des choses qui ont poussé l'économie du Congo. Il faut quand même dire une chose. Oui, monsieur. Ces questions écologiques, c'est vrai qu'on les évoque très peu dans les débats ici au sein de la diaspora. Vous travaillez sur ces questions-là, vous êtes intervenu sur Zena TV par rapport à ces questions. Oui. Il faut quand même qu'on se dise une chose. L'urgence écologique aujourd'hui, elle est patente. Absolument. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors, est-ce que pour cela, il faut d'abord voir si vous avez en face de vous un homme qui est blanc, qui est noir, qui est rose, ou bien c'est d'abord cette urgence qui doit préoccuper tous là où nous sommes afin d'apporter des solutions. Parce que ceux qui en pâtissent aujourd'hui, si vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, c'est d'abord nos parents de Mosaka. Oui. Qui avaient déjà les pieds dans l'eau dès le départ, puisque la situation géographiquement, cette région est dans l'eau, mais aujourd'hui, on est quasiment débordé. Ils ne peuvent plus contenir cette situation. Ce sont les parents qui sont, du côté de Ngamakosso, qui aujourd'hui sont en train de tout perdre parce que la nature est en train de reprendre ses droits, même si on sait là aussi que les autorités n'ont pas assuré l'urbanisme nécessaire pour que cette ville puisse respirer. Mais en même temps, est-ce que nous devons toujours nous interroger par rapport aux hommes qui, eux, sont tellement au perché qu'ils voient que cela, ce n'est qu'un épiphénomène? Mais le régime qui est en place, là, une fois de plus, quel est l'espace de liberté qu'on laisse aux citoyens de mener ce genre d'action au Congo-Brazzaville? C'est ça aussi. Vous savez très bien qu'au Congo-Brazzaville, quand les gens se réunissent à 2, à 3, machin, c'est la police qui vient pour les pourchasser. On sait déjà qu'aujourd'hui, il y a au moins 5 jeunes qui ont été arrêtés, 5 jeunes qui ont voulu se rassembler, qui ont voulu se arrêter. Voilà, donc vous comprenez très bien que monsieur Sir Makosso, nous avons un projet béton sur l'écologie. Nous en sommes conscients. La personne qui vous parle, je vous ai dit, c'est pas... Quand nous parlons de mon expérience au Québec, ce n'est pas pour le plaisir de Goma de dire cette expérience. Mais c'est pour dire que quand nous allons ailleurs, nous allons apprendre, nous sommes dans une posture d'apprentissage. On comprend les enjeux et on essaie de comprendre aussi comment régler ces enjeux-là. Vous voyez? Donc, la première des choses, une fois de plus, il faut que... Vous voyez ce que vous venez de dire, là, vous avez parlé de Mosaka, vous avez parlé de ces inondations. Mais nous, la pédagogie qu'on essaie d'insuffler dans le débat, c'est une pédagogie humaine. Mais là, la pédagogie qu'on leur donne, je veux attirer l'attention des citoyens congolais là-dessus, c'est la pédagogie qui leur est en train de leur être donnée par la nature. C'est la nature qui leur donne cette pédagogie-là, ces inondations-là. Quand il y a des pluies à Brazzaville qui balayent tout sur leur passage, les cimetières sont inondés, les fosses septiques sont inondées d'eau, donc cette merde-là qui est restée en surface et tout cela, c'est une pédagogie de la nature, à défaut d'écouter celle que nous portons nous autres. Donc notre travail aussi, c'est de dire que chaque citoyen congolais est responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe. Donc tous les citoyens congolais, y compris ceux qui sont au pouvoir en ce moment, qui sont autour du pouvoir, doivent comprendre que ce pouvoir-là doit s'arrêter parce qu'eux-mêmes à l'intérieur, ils connaissent le sens des actions qu'ils posent, ils connaissent la hauteur des actes qu'ils posent, ils connaissent la profondeur des actes qu'ils posent. Aujourd'hui, vous savez très bien que sur le plan comment on appelle, la criminalité financière et économique, ils savent très bien ce qu'ils font du patrimoine congolais. Ils le savent pertinemment. Est-ce qu'à un moment, ces gens-là peuvent se dire, mais attendez, moi je suis venu de mon Mosaka natal, je suis venu de mon Sibiti natal, je me retrouve là, et puis finalement j'ai des caisses d'argent énormes,
et j'en fais ma propriété. L'argent qui est thésaurisé au lieu d'être dans les banques, l'argent qui est envoyé dans les paradis fiscaux, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards d'argent qu'une seule personne peut être, n'est-ce pas, capable de manipuler. Mais vous voyez très bien, M. Sirmakosso, un seul petit milliard que je prends de façon indue. Et si j'investissais ça autrement, est-ce qu'on ne pense pas que les Congolais s'en sentiraient nettement mieux? Ça, c'est quand même des choses que c'est pas Goma ou les autres qui se luttent pour cette cause-là, qui inventent des choses. Il y a des éléments clairs qui sont là-dessus, qui nous sont rapportés par des organismes qui recherchent ces informations, qui nous disent que voilà ce qui se passe. Donc, au CRC, l'écologie, c'est très, très, très important pour nous. Et puis, nous continuons à réfléchir là-dessus. Et nous savons déjà, n'est-ce pas, les points que nous avons bâtis autour de la question écologique. Et nous continuons à critiquer, évidemment, ceux qui sont au pouvoir parce que la rhétorique qu'ils portent autour de l'économie, c'est une rhétorique qui est fallacieuse, qui est détachée de la réalité de ce qu'ils pourraient faire. Voilà, mesdames et messieurs, nous espérons nous rester dans la réalité puisque vous êtes là avec nous. Mon invité est monsieur Georges Goma, sociologue, enseignant-chercheur, installé au Québec, bien sûr au Canada, qui est de passage à Paris, avec lequel nous échangeons. Alors, Georges Goma, on va quitter, entre guillemets, les hautes sphères pour revenir dans le b.a.-ba de la politique congolaise, puisque vous le savez, aujourd'hui, le Congo reste quasi permanemment sur une actualité politique assez dense. La dernière en date, c'est celle de M. Tchati Mabiala, qui a fait une conférence de presse couverte, bien sûr, par Zena TV le 26 décembre dernier. Il a proposé 5 éléments afin de sortir de la crise congolaise. Aujourd'hui, on en retient quasiment 2 ou 3. D'abord, allonger le mandat de Denis Sassou Nguesso pour lui permettre de partir en 2023, garder toutes ses prérogatives, donc mettre en place une transition de 2 ans. Ensuite, organiser une élection présidentielle à laquelle Denis Sassou Nguesso serait exclu. Et il y a une troisième proposition qui concernerait directement la diaspora, permettre à tous ceux de la diaspora de pouvoir rentrer. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sortir de la crise politique, sociale, économique congolaise ne passerait que par la proposition de celle du CRC, par, je dirais, une révolution populaire, ou bien aujourd'hui, il faut s'asseoir, se poser et peut-être partir dans un compromis et non pas une compromission, comme le dirait M. Parfait Kolela, avec le pouvoir actuel afin de décrisper la situation. Georges Goma. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que la vie politique au Congo depuis 1987 est une suite dramaturgique. C'est une dramaturgie politique qui se passe au Congo-Brazzaville. Et les acteurs, on les retrouve un peu partout. Les acteurs qui sont là pour perpétuer ou pérenniser un système. Vous savez très bien que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un démocrate. Monsieur Denis Sassou Nguesso aurait beaucoup à gagner si d'emblée, après 1997, il avait dit qu'écoutez, votre démocratie, c'est la foutaise. C'est de la foutaise. Moi, je vais instaurer une vraie dictature ou un royaume. Alors, vous voulez dire que finalement, M. Tchati Mabiala l'aide bien à installer cette dictature? Bien sûr que oui, ça c'est clair et net, non? Depuis 1997, ceux qui ont embarqué avec Denis Sassou Nguesso, qui avait la lucidité de comprendre que M. Denis Sassou Nguesso est venu rompre la démocratie au Congo-Brazzaville. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne qui n'est pas démocrate, qui ne pense pas démocratie, puisse faire démocratie. Ça, ce n'est pas possible. Donc, depuis qu'il est arrivé, il ne fait que rassembler des éléments qui lui permettent d'utiliser les oripeaux de la démocratie. Donc, vous vous gardez, en fait, je dirais, ce soulèvement populaire pour faire partie des solutions, je dirais... Non, mais je ne peux pas dire cela, parce que je continue à croire que les gens peuvent revenir à des meilleurs sentiments, même si je sais que M. Denis Sassou Nguesso... Donc, vous comptez sur la bonne foi de Denis Sassou Nguesso? Mais là, vous voulez... Posez-moi... Mais je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est celle-là. Tchati Mabiala propose de pistes concrète pour dire, mais voilà, aujourd'hui, Sassou Nguesso, ils peuvent sans doute s'éterniser là. Est-ce que vous voulez prendre les armes comme M. Mbaou, ou bien vous vous dites, il y a d'autres manières pour le faire partir? Écoutez, à grands traits, allez-y. Je vais vous dire les moyens, comment faire partir Denis Sassou Nguesso. Les façons de faire partir, il y en a peut-être 4 ou 5. Allez-y. Alors, la première façon de faire partir Denis Sassou Nguesso, c'est la voie démocratique. C'est-à-dire que... Vous dites qu'il n'est pas démocrate, vous croyez qu'il va accéder à une voie démocratique? Les moyens de le faire partir, entre autres, c'est pas ce que j'ai dit que c'est ça qui va marcher. Non, mais enfin, on analyse avec vous ces moyens, puisque vous dites qu'il n'est pas démocrate, donc il ne va pas obtempérer aux impératifs démocratiques. Mais c'est-à-dire que en 2016, par exemple, si les gens étaient conséquents, M. Denis Sassou Nguesso partait. Il partait.
Parce que vous voyez très bien que M. Denis Sassou Nguesso a fait une campagne pendant très 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 longtemps. Il s'est baladé dans toute la République avec l'argent du contribuable congolais. Et quand il a laissé un petit espace de 2 semaines aux autres qui voulaient se présenter, les Jean-Marie Michel Mekourou et tous les autres qui ont battu campagne pendant 2 semaines seulement, on a vu le résultat. On a vu le résultat, M. Denis Sassou Nguesso a eu 8% là. Vous voyez? Donc, si les gens étaient très conséquents pour rester sur les principes, être vraiment très, très soudés les uns les autres, M. Denis Sassou Nguesso, il partait. Il laissait le pouvoir à la personne qui avait gagné. C'est ça, parler démocratie. Mais pour parler démocratie, il faut que les Congolais soient vraiment démocrates pour ça. Bon, la deuxième, oui, rapidement, la deuxième proposition de faire partie de M. Denis Sassou Nguesso, c'est aussi par les armes, comme lui, il a pris le pouvoir par les armes. Mais par les armes, ça peut être un coup d'état de palais aussi. On a vu des gens qui sont morts par un coup d'état de palais. Vous comptez sur qui au palais? Non, mais je vous cite simplement les façons de faire partir Denis Sassou Nguesso. Oui. Ça peut être un coup d'état de palais. Il peut partir aussi par ces moyens-là. Ben, ça peut être aussi, ma foi, le fameux soulèvement populaire. Mais nous, au CRC, nous, on n'a pas dit qu'on va demander aux Congolais de sortir dans la rue. Mais oui, vous n'allez pas demander, mais au moins, vous envisagez et vous êtes en train... Connaissant, oui. Excusez-moi, monsieur. Allez-y. Je disais que connaissant le caractère profond du régime de Brazzaville, avec la carrière politique qu'ils ont, qui est une carrière éminemment criminelle, tout le monde le sait, ça nous étonnerait que ces gens-là aient la bonne volonté de laisser le pouvoir, parce que ce qui se dit entre eux, nous les écoutons aussi. Il y a des choses qui nous reviennent, qu'on nous rapporte, des choses qui sont dites dans le sérail et qui nous transpercent, qui viennent à nous. Vous voyez? Donc ces gens-là, ils ont une peur bleue. En ce moment, c'est eux qui font peur au peuple par l'intimidation, par un système qui intimide, qui tue, qui met en prison, avec les jeunes qui sont mis, le ras-le-bol qui sont mis en prison là. Mais c'est ce travail qui se continue. Mais il y a aussi la possibilité, ils ont peur aussi, ils ont une trouille dans le ventre aussi. Ils le disent eux-mêmes aussi. Mais c'est peut-être pour pallier à cette trouille que Tsatsi Mabila propose. Mais oui, mais venons sur M. Tsatsi Mabila. Allez-y. Je vous dis déjà que nous sommes contents qu'il y ait quand même une dynamique politique au Congo-Brazzaville en tant que telle. Dans cette dynamique politique, il y a les gens qui incarnent le pouvoir, stricto sensu. M. Denis Sassou Nguesso et ses hommes au pouvoir. Oui. Et puis il y a cette opposition, entre guillemets, que M. Sassou Nguesso quand même a favorisé la mise en place, qui est incarnée par Tsatsi Mabila et les autres Kolela également, qui d'une manière ou d'une autre sont quand même à pouce. M. Kolela par exemple, au départ il avait dit qu'il avait gagné tant, et jusqu'à reconnaître, n'est-ce pas, la victoire du perdant. Oui. Donc il y a quand même ce groupe de personnes qui sont là autour et qui obtempèrent d'une manière ou d'une autre, malgré parfois M. Tsatsi Mabila ressort avec un discours tonitruant et très très fort, plein de bon sens à l'intérieur. On le voit très bien, même ce qu'il propose là. Mais à côté, il y a une autre opposition que le régime a taxé d'être une opposition radicale, parce que cette opposition ne va pas dans le sens de ce que M. Denis Sassou Nguesso, qui est un peu embastillé. Et vous vous identifiez dans laquelle des deux oppositions? Hein? Mais nous ne sommes pas des opposants, M. Sir Makosso, nous sommes des résistants, voyons. Il n'y a pas commune mesure avec ça. Nous, la législature Sassou Nguesso d'après-guerre, c'est une législature que nous renvoyons complètement. S'il faut résumer, Georges Gouma, vous rejetez Tsatsi Mabila avec ses propositions. Mais on rejette Tsatsi Mabila, c'est l'occasion qui est donnée à Tsatsi Mabila, parce que vous avez dit prolonger, voilà, ils sont toujours dans le prolongement, ils veulent toujours prolonger. Donc ils veulent prolonger, cela veut dire qu'ils veulent encore rester dans les positions qui sont les leurs. Parce que M. Tsatsi Mabila, il aurait du sens dans ce qu'il dit si d'emblée, quand ils sont rentrés en législature en tant qu'opposition, ils avaient posé ça et travaillé sur la base de ça. Maintenant qu'on arrive vers 2021, la date ils ont prévu de faire des élections, ils veulent encore prolonger. Mais attendez, posez quand même, quels sont les fondamentaux? Et comment vous tenez à ces fondamentaux? Est-ce que vous avez... Qui nous disent clairement qu'est-ce qu'ils vont faire si M. Denis Sassou Nguesso refuse d'écouter? Puisque depuis très longtemps, M. Sassou Nguesso n'écoute pas ce qu'ils disent. Donc finalement, le statu quo vaut mieux. Hein? Le statu quo vaut mieux. Mais écoutez, le statu quo vaut mieux pour nous. Nous continuons notre démarche, n'est-ce pas? Nous voulons que ce système-là soit réduit
Complètement. Nous voulons partir de la table rase. C'est bien pourquoi nous parlons de la renaissance du Congo. La renaissance est une renaissance. Et on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Le système qui est en place est un système corrosif. Il faut le dire avec les mots qui vont avec, comment je peux dire, l'importance de ce qu'ils ont fait à ce pays, parce que le Congo, c'est un pays brisé, Voilà. anéanti. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité, c'est M. Georges Goma, enseignant, chercheur, sociologue bien sûr. Il vient du Canada puisqu'il vit au Québec, avec lequel nous échangeons aujourd'hui de passage à Paris. Alors Georges Goma, quand on vous entend, on se rend bien compte que finalement le Congo est un problème. Sans doute une partie de la solution viendrait de la diaspora. Or, cette diaspora est elle-même déjà bouillonnante autour d'une actualité qui la concerne et qu'il a du mal à gérer. Deux moments importants depuis, je dirais, pour cette année 2019 qui va finir, c'est d'abord la candidature de M. André Ngombe et ensuite l'idée de M. Charles Madédé de proposer des primaires de la diaspora. Quelle est votre position à vous? Déjà, ma position là-dessus, c'est d'abord reconnaître que la diaspora congolaise, d'une manière générale, et puis la notion même de l'exil politique a pris une densité particulière depuis que M. Denis Sassou Nguesso est revenu en 1997. Il y a eu, pour la première fois, on a eu un contingent de Congolais qui ont été obligés de fuir leur pays, ou qu'on a gardé à l'extérieur de leur pays, et ou bien qu'on a fait rentrer en acceptant, n'est-ce pas, les règles de la dictature. C'est ça la réalité. Donc il s'est constitué depuis plus de 2 décennies maintenant toute une diaspora militante qui n'accepte pas évidemment ce qui leur est servi. Vous voyez? Donc il y a cette dynamique-là. Mais vous êtes face à un sociologue qui peut comprendre aussi qu'évidemment, dans cette diaspora, il y a des gens qui sont des gens de conviction, qui restent sur des positionnements clairs et nets. Qu'on les affuble de radicaux, ben c'est leur affaire, mais par rapport à la situation politique au Congo, il y a des gens qui sont assez droits dans leurs bottes. Et que dans cette diaspora aussi, il y a d'autres qui se sont essoufflés, qui ont laissé le combat. Il y a d'autres qui sont rentrés également. Vous voyez qu'il y a même des grands hommes politiques qui sont les grands hommes politiques qui sont les congénères de M. Denis Sassou Nguesso, qui ont commencé à parler à l'extérieur et qui ont fini par rentrer au Congo-Brazzaville. Vous voyez très bien. Donc, pour revenir un peu à votre question, bon, c'est reconnaître cette dynamique de la diaspora. Et cette dynamique de la diaspora s'est tellement densifiée au point même le gouvernement français, par le truchement de son président, M. Emmanuel Macron, a eu à recevoir à l'Élysée les membres de cette diaspora-là. C'est déjà une reconnaissance d'une entité nouvelle, parce que c'est pour la première fois dans la vie politique française, dans la Ve République, qu'un président de la République reçoit ces personnes-là. Donc la diaspora est devenue non pas seulement une diaspora citoyenne, mais devient aussi une diaspora politique. Là, vous parlez de la diaspora d'une manière générale. D'une manière générale, bien sûr, en Afrique, parce qu'il ne faut pas oui. voir aussi qu'il n'y a pas que le Congo, il y a l'Afrique d'une manière générale aussi. Oui. Donc, pour revenir à vos questions, vous avez évoqué M. André Ngombe, et vous avez évoqué aussi M. Madédé. Bon, M. André Ngombe a le mérite d'occuper l'espace politique dans la diaspora. Et c'est tout à son honneur. Il se déplace, il rencontre, il est dans une diplomatie, je ne sais pas comment la qualifier, mais il est par-ci, il part là, il parle du Congo, il rencontre des grands hommes politiques. C'est un investissement, là, pour lui, c'est un investissement. Ce qu'il dit, c'est de mettre l'actualité du Congo sur au la centre, scène internationale. Je l'ai dit, c'est tout à son honneur. Donc, de toutes les façons, au niveau de la diaspora, à partir du moment où il n'y a pas une démarche consensuelle que nous recherchons de tous nos voeux, mais qui ne se constitue toujours pas. Mais c'est celle que proposerait Charles Madédé en disant, mais voilà, partons. On va venir à Charles Madédé. Terminons un peu avec M. Gombe pour mettre un peu en parallèle les deux approches. Donc, M. Gombe, qui a cette démarche-là, une fois de plus, c'est tout à son honneur, puisqu'il propose des choses. Il est sur des plateaux de télévision où il exprime sa pensée politique autour des enjeux centraux qui nous intéressent. Bon, mais moi, ma question, autour de cela, mais d'accord, 2021, c'est dans un an maintenant, là. On va aller une élection, d'accord. Mais attendez, vous allez
à une élection tant que les préalables d'une élection démocratique, équitable, libre, ne sont pas réglés, connaissant le système qui est en place. Vous pensez que, mais si vous allez dans ce sens-là, vous allez accompagner, une fois de plus, vous donner la légitimité à Denis Sassou Nguesso de continuer ses ravages sur le plan politique au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi nous disons que non, ce serait bien. Nous ne sommes pas des indécrottables. Nous sommes pour le dialogue aussi. Mais on ne peut pas aller à un dialogue avec un régime qui n'a pas, pour lequel on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance au régime de Denis Sassou Nguesso. Ce qui veut dire que ce qu'il recherche, c'est de montrer à la communauté internationale que voilà, il y a eu des élections, des gens qui ont participé, y compris les gens de la diaspora, qui ont participé, c'est légitime, j'ai gagné parce que si on ne règle pas la question de la gouvernance, si on ne règle pas la question du fichier électoral, qui est complètement zéro. Oui. Si on ne règle pas la question de l'équitabilité, si on ne sort pas, on n'a pas parlé de ça, c'est un point très important. Tout à fait. On n'a pas parlé de M. Mokoko, des gens qui sont en prison. Vous n'allez pas partir dans une élection démocratique avec des personnes en prison. Oui. Je vais juste faire un peu l'exégèse de vos propos, parce que je comprends que vous êtes un homme bien éduqué, donc vous ne pouvez pas dire les choses crûment. Ce qui signifie, est-ce que vous souscrivez finalement à la tête de ceux qui estiment que partir à cette élection, que ce soit pour M. Gombe ou d'autres, c'est accompagner Denis Sassou Nguesso? Si évidemment les préalables ne sont pas réglés, c'est accompagner M. Denis Sassou Nguesso, c'est clair et net. Mais si on règle le problème des préalables, c'est-à-dire le fichier électoral, faire échapper la légitimité du contrôle des élections à Denis Sassou Nguesso et son équipe, inviter la communauté internationale à faire un monitoring de ce qui va se faire, libérer les prisonniers, c'est pas grand-chose qu'on demande. Tout ça, ça fait partie des propositions de Tchatima Biala, si vous l'avez entendu. Mais si quand on arrive à ça... Il est aussi dans cette attendez, logique-là. mais il faut qu'il fasse des actes de sorte que M. Denis Sassou Nguesso n'attende pas 3 mois avant l'élection de se prononcer là-dessus. Il faut quand même qu'il ait du temps pour que les gens se préparent. Il faut que... D'où une transition. Mais la transition, nous sommes d'accord pour la transition. Mais donc vous avancez, ça veut dire que vous avez au moins un point commun avec Tchatima Biala, c'est d'avoir une transition. Mais bien sûr, mais pas à tous les à n'importe quel... Nous avons des préalables. Ce qui est essentiel, c'est ça. Mais attendez, monsieur Sirmakosso, vous pensez que c'est simplement parler de dialogue, transition qui va régler les problèmes? C'est un problème structurel. C'est un problème structurel. Quels sont les préalables? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que ça soit équitable? Parce que selon nous, nos recherches, c'est l'équitabilité, la transparence dans tout ce qui va se faire. Pour qu'on n'ait pas encore 2016, où on a arrêté le pays de fonctionner pendant 4 jours, le temps qu'ils fassent leur bricolage et proclamer, renverser les chiffres, le dernier devient le premier, et le premier devient le dernier, et dire au monde entier qu'on a proclamé à 2 heures du matin les élections. Quand même, soyons sérieux, là. Voilà, et un homme qui est sérieux, c'est M. Charles Madidé, en proposant des primaires de la diaspora. Pour dire, voilà, nous avons une diaspora qui est très dynamique, vous l'avez reconnu tout à l'heure, avec souvent, je dirais, une dynamique, mais qui est souvent très mal canalisée. Aujourd'hui, on a une échéance qui est là, regroupons-nous, vous qui avez des projets politiques, allons dans une primaire afin de désigner celui qui ira représenter, si vous le voulez bien, la diaspora. L'idée est intéressante, mais l'idée intéressante n'est pas simple, aussi simple que cela. Dans sa faisabilité ou dans sa faisabilité. Oui. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que la diaspora est une entité homogène? Parce que se dire qu'on va prendre un candidat qui va représenter tout le monde, il faut que l'entité soit homogène. Et cette homogénéité, ça vient aussi, ça peut arriver, on peut construire cette homogénéité, c'est-à-dire que si tout le monde accepte au moins de se parler, tout le monde accepte de se parler. Les indignés 242, tous les groupes, le CRC, ainsi de suite. Vous connaissez aussi que dans cette diaspora, il y a des gens qui sont indécrottables, c'est-à-dire des gens qui ne changeront pas. Mais si, attendez, d'accord. Oui, mais ils savent à quoi s'en tenir. De toutes les façons, il ne faut plus s'interroger sur les échecs. Personne n'a la science infuse. Personne n'est plus intelligent que les autres. Donc vous nous dites que c'est une idée intéressante. Mais l'idée intéressante, ce serait quoi? Mais évidemment, là encore, il faut que les gens réfléchissent sur la faisabilité. Oui. Si c'était une entité homogène, d'accord, on est homogène, voilà notre candidat. Très bien. Mais est-ce qu'il y a la logique des partis aussi, quand on discute avec les uns les autres, on pose cela aussi. Moi aussi, j'ai évolué dans les idées. Mais attendez, il n'y a pas de partis politiques ici dans la diaspora où on peut aller dans les primaires et ainsi de suite, parce que les primaires, ça se fait dans un parti. Quel est celui qui va représenter notre parti? Mais je dis, mais écoutez, le problème dans la diaspora, ce n'est plus la logique des partis. C'est
la logique même diasporique au sens strict du terme, c'est-à-dire des gens qui veulent que la démocratie revienne au Congo-Brazzaville. Donc on va pas raisonner. Peut-être se l'appliquer déjà à eux-mêmes aussi. Ça se l'appliquer à eux-mêmes. Vous savez, dans cette affaire-là, ce qui nous tue, c'est que tout le monde veut être président de la République. Tout le monde veut être ceci. Mais là, ça peut pas marcher. Il y a la question de la légitimité qu'il faut obtenir nécessairement. C'est-à-dire qu'il faut laisser chacun porter ses ambitions et c'est son droit le plus absolu. On peut interdire à personne de porter une ambition. Maintenant, si on a une même direction, et à ce moment-là, comment on va se regrouper pour... Les pays développés, c'est ça, si nous voulons nous inspirer de la démocratie dans d'autres pays. Mais c'est ça aussi la chose. C'est de se mettre en place, quelles sont les règles qu'on va mettre en place qui va s'appliquer à tout le monde. Et à ce moment-là, quand il y a une personne, une figure qui se dégage, mais les autres doivent contribuer à ce que cette figure qui s'est dégagée, sur la base des principes démocratiques, puisse être soutenue par tous les autres et constituer une équipe beaucoup plus grande. Les grands pays, c'est comme ça que c'est aussi simple que ça. C'est nous qui compliquons les choses. Voilà, tout le monde ne peut pas être président de la République à qu'un seul fauteuil. Et puis aussi dans la discussion, comment aussi démystifier la position du président de la République. Ailleurs, c'est le Premier ministre qui a tout le pouvoir, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des débats. Comment démystifier le rôle du président de la République, puisque tout le monde en s'en fout. Puisqu'on est quand même dans un univers assez ouvert, vous êtes dans un pays où la démocratie s'exerce au quotidien, vous l'avez vanté tout à l'heure par rapport à votre propre expérience. Est-ce que vous seriez, par exemple, vous, dans la mesure du possible, candidat à ces primaires? Oh non, ça m'est jamais venu à l'esprit d'être candidat à la présidence de la République, du moins pas pour l'instant. D'accord. Moi, je suis un militant de la première heure, un résistant de la première heure, oui. Et je vais vous donner un petit exemple, puisque les gens, certaines personnes le savent. 98, 99 jusqu'à 2002, j'étais représentant du CNR. Le CNR de Pasteur Ntoumi, qui avait les généraux, n'est-ce pas, de l'armée congolaise qui était mise en déroute par M. Denis Sassou Nguesso. Et je le dis, sous le contrôle de M. Ntoumi, à l'époque, et des Bungwanza et tous les autres, le colonel Moussunda et tout ça, avec qui nous avons, et y compris aussi M. Thierry Mungala aussi, oui, avec qui nous avons travaillé, qui était avec nous, il faut le dire, les choses clairement, puisque la réalité, il est passé depuis de l'autre côté, et j'ai l'habitude de dire, ça sort de lui. Georges, ta démarche est basée sur des valeurs, c'est tout à ton honneur, mais moi j'ai envie de rentrer dans la vie politique. C'est M. Mungala qui tient ce discours vis-à-vis de moi. Et donc, moi j'ai dit, mais écoute, tu es un grand garçon, hein, et tu réfléchis. Il est rentré, il a pris le choix qu'il a fait. Moi je lui ai dit ceci, mais écoutez, M. Thierry Mungala, si vous réussissez, nous applaudirons. Nous applaudirons. Réussit-il? Si vous réussissiez dans votre gouvernement, que les Congolais puissent avoir un mieux-être, oui, nous applaudirons parce que nous sommes à l'extérieur. Nous parlons, c'est pas ça qui va régler le problème. Nous parlons tant que nous ne sommes pas au pouvoir. Mais nous aspirons au pouvoir, nous également. Mais vous qui êtes là, vous cherchez le pouvoir, vous avez eu le pouvoir, ayez le pouvoir de faire des choses de sorte que les Congolais puissent se sentir. Mais comment les Congolais se sentent aujourd'hui? C'est le degré -10 du bien-être du Congolais. Donc, eux, ils sont conscients que c'est un échec patent. C'est plus qu'un échec qu'ils ont entre leurs mains. Mais quel courage ils doivent avoir, évidemment, de se dire qu'écoutez, bon, le temps du politique, demain, nous pouvons ne plus être là où nous sommes. Mais quel acte fort nous allons poser pour reconstruire la nation congolaise en tant que telle? C'est pas utopique. La nation congolaise peut être reconstruite. Et au CRC notamment, nous sommes partis sur cette renaissance-là qui permet, ce n'est pas pour faire des invectives. Non, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons qu'un système politique puisse s'arrêter pour laisser place à la régénérescence d'un nouveau système politique avec de nouveaux acteurs politiques. Voilà, renaître avec de nouveaux acteurs politiques. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est Monsieur Georges Goma, sociologue, enseignant-chercheur, installé au Québec, au Canada. Il faut dire une chose, Georges Goma, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien cette diaspora qui se cherche. On voit aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de retrouver ce pays. On est là, partagé entre ces deux sentiments, ce qui parfois crée des frustration. Vous êtes dans une diaspora, vous êtes engagé, vous êtes militant de la première heure, vous avez connu des hommes qui étaient avec vous, qui sont partis. Vous avez cité Thierry Mungala qui a participé aux côtés de Ntoumi, qui aujourd'hui est aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Il faut dire la chose suivante. Vous le constaterez avec nous et vous l'avez vécu vous-même déjà personnellement, c'est que le Canada aujourd'hui est devenu, je crois, que le berceau d'une diaspora, je dirais, irresponsable. Vous avez au Canada, souvent on accusait par, vous avez au Canada aujourd'hui des hommes, en fait, qui se sont spécialisés dans la calomnie. Vous-même, vous avez été victime de calomnie et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que cette diaspora
notamment celle qui est au Canada, une partie, je ne vais pas citer tous les Canadiens, mais une partie de ces hommes qui sont au Canada, je ne vais pas les citer aujourd'hui, qui passent leur temps à inventer, à insulter, à, je dirais, calomnier les autres. Est-ce que vous avez là des hommes responsables qui sont à même demain d'aller faire la leçon à Denis Sassou Nguesso quand on sait que ce n'est que de la caïra, comme on dit ici en France, de la racaille, calomniateur, et qu'il faut dire ainsi? Vous m'envoyez... Je ne suis pas à l'aise avec cette question-là et pourtant c'est une question très sérieuse. C'est la diaspora. La diaspora. C'est cette diaspora qui demain devra aller diriger le Congo. La diaspora canadienne n'est pas irresponsable. Elle est très responsable. La diaspora canadienne et américaine a posé des actes et dans le combat depuis très 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 longtemps. La diaspora canadienne a une rhétorique qui ne se dément pas. Il se trouve qu'en réalité, comme vous le dites, il y a certains membres que je n'entends pas citer sur ce plateau-là. C'est pas nécessaire. Qui font des choses pour lesquelles, je le dis avec beaucoup de gravité, puisque j'ai été impliqué dans ces choses-là, qui ont dit des choses qui ne sont pas des choses honorables et qui pensent que la façon dont ils le disent, et ils le font avec des démonstrations abracadabrantesques, ils se placent pour les meilleurs résistants du combat que nous menons pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Mais pour ces gens-là, je n'ai pas le temps à ces gens-là. Vous voyez ? Un moment, j'avais pris la chose au sérieux. J'étais même je suis allé au tribunal pour poser le problème, n'est-ce pas, au tribunal, pour que ça ne soit pas réglé entre les individus. Parce que moi, déjà, l'âge que j'ai, ce n'est pas l'âge que certaines de ces personnes-là ont. Donc, au moins par rapport à l'âge, je pense que se lever comme ça, dire des choses complètement fausses, en se prévalant des preuves qu'on aurait à disposition, alors que je le dis clairement qu'il n'y a aucune preuve, puisque ce n'est pas vrai. Et je me dis souvent que, mais attendez, les gens que vous voulez combattre là, mais quand ils vont entendre ces choses-là, Georges Goma, sa maison au Canada, a été chété par l'argent de Sassou Nguesso, par moi, par Clément, mais c'est de qui se moque-t-on là? Putain de bordel! De qui se moque-t-on là? Mais quand ils entendent ces choses-là, ils vont se dire, ben voilà la diaspora. Voilà la diaspora. Parce qu'ils savent très bien que je n'ai pas de contact avec eux. Je travaille, je suis un enseignant, mon épouse est ingénieure. Et nous avons quand même, ici, quand on travaille, on a son bulletin de salaire. Mais vous pouvez aller prendre n'importe quelle maison que vous voulez et habiter là-dedans et payer vos mensualités jusqu'à la fin du machin. Et puis d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas envie de venir là-dessus. Donc, M. Cyr Makosso, je pense que la meilleure chose, c'est le conseil qu'on m'a donné. Que non, écoute, Georges, à ton niveau là, tu te rabaisses là, mais non, tu vas être comme les autres, sous le caniveau. Faites ce que vous êtes en train de faire, et puis laissez ça, c'est donner l'importance aux gens. Je me dis, bon, écoutez, c'est quand même poignant. C'est quand même poignant. C'est quand même poignant. On a fait un voyage aux États-Unis avec d'autres personnes, Ludovic Mbani par exemple, où des téléphones les gens ont perdu leur téléphone et se sont mis à accuser à tout va les gens en entretenant des internautes qui vous suivent des milliers et des milliers, à leur mettre dans leur tête des fausses vérités. Vous savez, je dis ceci, vous pouvez m'insulter, monsieur Cyr Makosso, n'importe qui peut m'insulter, je n'en mourrai pas. Mais le mensonge peut tuer. Le Congo a vécu une situation très, très, très difficile où les gens ont perdu des familles entières, ont tout perdu. Il y a eu une dramaturgie, une tragédie d'une force inouïe au Congo-Brazzaville. Où on se demande, une fois que la guerre est terminée, on a replâtré les choses, on a reconstruit des choses. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais non! Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Congo-Brazzaville pour lesquelles la conscience collective ne peut pas s'en départir. Et quand je dis que le mensonge peut tuer, c'est parce que quelqu'un qui a tout perdu, toute sa famille, qui a pensé que Georges Goma était, par
parmi ces résistants-là qui voulaient mener un combat pour que ces choses-là ne se passent plus jamais au Congo-Brazzaville, pour que plus jamais on n'encercle une région et soumette cette région à des bombardements d'artillerie lourde pendant 3 ans, que ne se passe plus jamais au Congo-Brazzaville. On a parlé des jeunes, qu'on pense à ces jeunes-là par l'éducation et leur développement, mais une personne qui dit « Ah, mais Georges Goma nous disait dès le départ qu'il était un militant, un résistant par rapport à ce combat-là, alors qu'au fond, il vient nous dire cette rhétorique et en bas, il va chercher l'argent de Denis Sassou Nguesso, je vais le flinguer, lui. Il me flingue un coup du plomb dans le ventre ou dans la cervelle et c'est terminé. Il a raison de le faire. Parce qu'on n'a pas besoin des gens qui viennent donner une rhétorique alors qu'au fond, ils sont dans des combines qui ne font que enfoncer le peuple congolais. Donc, puisque je suis surpris par la question que vous me posez, vous me l'avez posée, les gens me reprochent souvent de parler fort et tout cela. Mais ça, c'est des choses pour lesquelles, évidemment, je ne laisse aucun quartier à qui que ce soit. N'est-ce pas, me rentrer dedans. Tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Je le dis en public. Il faut que les gens le sachent. Je ne suis pas une personne avec qui il faut badiner. Vous voyez? Mais enfin, juridiquement, on ne va pas rester sur ce ton. Les gens vous ont entendu, je dirais, aborder cette expérience canadienne et québécoise avec autant de réalisme. J'aimerais juste, puisque nous sommes à la fin de l'année 2019, ça a été une année intense. Vous êtes passé par plusieurs États. Vous avez vu le Congo durant cette année 2019. Vous avez entendu Denis Sassou Nguesso faire l'état de la nation. Vous avez vu cette diaspora évoluer. Vous voyez ce Congo de demain. Vous, personnellement, et je dirais par rapport au travail qui est le vôtre aujourd'hui dans la résistance, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020? Me souhaiter à moi ou souhaiter aux Congolais? C'est vous qui choisissez. Ben, écoutez, si vous n'êtes pas égoïste, ben, souhaitez aux Congolais. Non, je veux plutôt souhaiter aux Congolais de la santé d'abord, M. Sir Makosso. La santé, c'est le capital le plus précieux de tout un chacun. Quand vous n'êtes pas la santé, vous n'avez pas la santé, vous êtes couché. Vous êtes couché et vous ne pouvez rien faire quand on est couché. Et donc la santé à tous les Congolais. Et cette santé à tous les Congolais, évidemment, c'est pour leur donner les moyens, n'est-ce pas, d'avoir un corps en bonne santé. Aujourd'hui, l'hôpital général, c'est un mouroir depuis très longtemps. On a des images effrayantes là-dessus, des images très effrayantes là-dessus. Les gens ne se soignent pas au Congo-Brazzaville. On voit l'état de délabrement avec les reportages qui sont portés par des personnes très courageuses. Donc c'est la santé, monsieur Sir Makosso. Et le projet de la Renaissance du CRC, là, la Renaissance, c'est tout cela. C'est-à-dire la première des choses, c'est de donner la santé aux Congolais et que les responsables politiques aussi qui auront fait l'effort de mettre sur place une infrastructure sanitaire au Congo-Brazzaville restent dans les hôpitaux du Congo-Brazzaville plutôt que de venir se faire soigner à l'extérieur quand ils sont malades. Vous voyez, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'épanouissement, le plein épanouissement que je souhaite aux Congolais, à tous les âges, et fondamentalement aux enfants dont nous avons parlé, aux jeunes dont nous avons parlé, parce que les fameuses générations futures-là, ce sont ces jeunes, ce sont ces enfants, ce sont ces jeunes-là. Et c'est par quoi? En leur donnant, n'est-ce pas, toute une infrastructure pour qu'ils s'épanouissent sur le plan culturel, sur le plan intellectuel et tout ce que dont nous avons besoin. Et que le peu d'argent ou quelques éclaircies, parfois on se dit « Ah, mais on a eu beaucoup d'argent du pétrole qui est rentré, mais avec cet argent qui nous sort par tous les orifices de notre corps, on ne sait plus quoi en faire. Ah, une belle idée. Alors, prenons cet argent pour les générations futures. Mettons bloc cet argent pour les générations futures. Et si c'était que, quelle que soit l'évolution de l'action politique au Congo-Brazzaville, que cet argent reste évidemment pour les générations futures, beaucoup de choses se feraient. Mais le peu d'argent qu'on leur donne même pour les générations futures, d'un matin, on va retirer cet argent-là et on va le mettre je ne sais où. Et c'est l'occasion pour moi de dire, dans ce que nous recherchons, dans la responsabilité que nous voulons remettre aux Congolais, dans cette démarche pédagogique, c'est de faire comprendre à tous les enfants et à tous les jeunes du Congolais que votre argent a été dilapidé par une personne. Portez plainte contre ces personnes-là parce que c'est votre argent, c'est votre droit le plus absolu de réclamer votre argent qui a été spolié par des personnes qui sont dûment identifiées et répertoriées en tant que telles. Ça, c'est l'épanouissement. Maintenant, qu'est-ce que je peux souhaiter encore aux Congolais? Mais c'est l'amour du Congolais. Qu'on construise autour de cet amour
qu'on essaie de reconstruire une nation parce qu'il n'y a que l'État qui fonctionne au Congo. Et l'État est incarné par des personnes bien déterminées, un petit groupuscule qui a tout. Mais la nation congolaise, le sentiment d'appartenance à une nation, c'est d'assurer finalement les appartenances ethniques, les appartenances du nord, du sud, et ainsi de suite. Ça, nous n'en voulons plus. C'est ça le projet du CRC. Qu'on réduise cette rhétorique-là, et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas, souhaiter au Congo-Brazzaville, que malgré les difficultés, malgré le caractère difficile du système congolais aujourd'hui, qu'il y ait de l'espoir qu'un bon jour, on peut construire cette nation-là. Voilà, donc c'est sur cette note d'espérance qu'on va se quitter. Merci, Georges Goma. Merci, M. Siamakoso, de me recevoir. C'est avec beaucoup de bonheur, une fois de plus. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Anthony Muyungi, merci à vous qui étiez là, toujours aussi nombreux. Encore toutes nos excuses pour les soucis techniques qu'on a pu avoir. Vous avez bien compris, c'est la fin de l'année, le matériel aussi en a souffert. Donc voilà, ça sera une nouvelle année, ne vous en faites pas, les choses iront mieux. J'espère que vous passez de très belles fêtes là où vous êtes. J'espère aussi que cette année 2020, qui va bientôt commencer, sera une année prospère, une année pour que vous ayez une santé de fer, comme on dit, une année qui vous donne de l'espoir pour envisager un Congo neuf, un Congo nouveau et un Congo débarrassé, comme on dit, de tous ces oripeaux. Merci encore, mesdames, messieurs. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.